Bienvenue dans ce nouveau numéro de Jeudi Pro. Aujourd'hui, nous allons parler de drones et plus précisément des drones à usage professionnel de Parrot. Et pour cela, nous sommes ravis de vous accueillir Henri Sédou, PDG de Parrot. Bonjour Henri. Bonjour, nous dans notre jargon des startups on dit fondateur. Ah pardon. Ouais, PDG, PDG fondateur. PDG c'est pas rigolo. D'accord, ok. CEO, c'est peut-être comme ça. Ouais, mais CEO ça fait... Donc je suis le fondateur, donc j'ai créé la boîte il y a un peu plus de 25 ans. Et moi je suis un développeur de soft. Disons il y a 20 ans, tout le développement incroyable c'était les télécoms. Et Parrot a été, disons, le principal développeur, l'inventeur du téléphone moderne en voiture, des systèmes Bluetooth à reconnaissance vocale. Et c'est ça qui a fait le premier succès de la boîte. Et puis, après, on s'est dit, on va faire du consumer électronique. C'était ça, la nouvelle tendance, d'ailleurs, très intéressante. En faisant du consumer électronique, on s'est dit, tiens, on va essayer de faire quelque chose qui s'approche du jeu vidéo avec la banque d'organes de l'iPhone, les chips, les caméras. Et on a, après quelques tâtonnements, on a été les premiers à faire des drones grand public. Ouais. Et puis, on en a vendu quand même des millions, plus de 4 millions. Et puis, après, la concurrence chinoise, les conditions de marché ont changé. Et donc, disons, depuis 8 ans, on investit dans les drones professionnels. Aujourd'hui, on ne fait plus que des drones professionnels. À 100%. À 100%, fini, ouais. voilà. Et on lance en ce moment Anafi AI, un drone avec pas mal d'intelligence artificielle qui est destiné aux professionnels, qui est toujours fait sur la banque d'organes du téléphone mobile. Ouais. Justement, qu'est-ce qui fait la particularité de ce nouveau drone ? Alors, il y en a plusieurs. Disons que la plus notable, c'est qu'on a abandonné la liaison radio point à point avec le drone comme liaison principale pour mettre la 4G. C'est un drone qui est sur le réseau. Et ça ouvre énormément de champs d'utilisation. D'abord, il n'y a plus de contraintes de difficultés à émettre dans les zones urbaines. Vous avez toujours la bonne liaison avec le drone. Et puis, vous pouvez faire des vols très longs, à longue distance, là où la réglementation le permet. Donc, le drone, il est beaucoup plus sûr comme usage. Et c'est destiné à quel public professionnel ? Les télécoms, la surveillance des réseaux, des voilà. poteaux ? Donc, le drone, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait tout ce qui est photo aérienne. Et photo, c'est big data en fait, c'est acquérir des données et les traiter. Donc la plus grande utilisation aujourd'hui, c'est, on appelle ça l'inspection. En fait, c'est la gestion des infrastructures. Par exemple, les réseaux télécoms, il y a aujourd'hui 4 millions d'émetteurs télécoms et avec la 5G, il va y en avoir 3 millions de plus dans les 2 ans qui viennent. Donc, c'est des mâts avec des antennes, avec beaucoup d'équipements. Ces trucs-là sont partout dans la nature. Ils rouillent, il y a des tempêtes, il faut les maintenir. Et jusqu'à maintenant, principalement, on fait monter un opérateur et puis il fait des photos et il vérifie. Et avec le drone, on le fait automatiquement. Donc, c'est gain de temps, gain d'argent, gain d'efficacité aussi. Gain d'argent, gain de temps, et puis on fait surtout beaucoup plus de choses. On fait principalement donc, la reconstruction 3D. On a un modèle 3D de la tour télécom. Et on a des logiciels d'intelligence artificielle qui repèrent les antennes, mesurent leur orientation. Donc, une grande partie du boulot est faite automatiquement. Justement, la grande nouveauté de ce drone, c'est qu'il y a de l'intelligence artificielle embarquée. Concrètement, ça se traduit comment ? Ça veut dire que le drone, il s'autogère, si je puis dire Voilà. Donc, le drone, il se pilote automatiquement comme une voiture qui se conduit toute seule sur la route. Pour le drone, la différence est que le drone, on lui donne ce qu'on appelle des flight missions, mais on lui donne des objectifs. Un objectif, par exemple, c'est voler autour d'une éolienne. Donc, avec l'intelligence artificielle, on lui apprend ce que c'est qu'une éolienne, on lui apprend où sont les questions, où est-ce qu'il faut faire des photos sur l'éolienne. Et le drone, on le pose au pied de l'éolienne, il la voit, il s'approche du centre de l'éolienne, il va voler le long des pales, il va se mettre à 3 mètres de distance du bord d'attaque, il va faire les quelques centaines de photos qu'il y a à faire et il va se poser. Donc l'opérateur n'a plus à savoir piloter le drone. On peut envoyer des personnes qui vont faire d'autres travaux de maintenance sur le champ d'éoliennes et entre autres, ils vont utiliser le drone pour faire la captation de photos de l'éolienne. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est faire du vol autonome
dans des cas super précis et super utiles. J'imagine que dans ces cas, les données, la sécurisation des données, de ces données professionnelles doit être très importante. Comment est-ce que vous garantissez un peu cette sécurisation ? Alors ça, disons, c'est notre différenciation par rapport aux drones chinois. Nous, on a fait beaucoup d'analyses de cybersécurité sur les drones chinois et on peut affirmer que les drones chinois ne sont pas... on ne sait pas exactement ce qu'ils font. Et ils envoient des données, même sans autorisation, sur des serveurs qui sont en Chine. Et on sait aussi que parmi les directeurs de ces entreprises de drones chinois, il y en a qui viennent des universités où on forme les espions. Donc les drones chinois sont vraiment des objets dont on ne sait pas ce qu'ils font, mais ce dont on est sûr, c'est qu'ils prennent des données qui ne sont pas contrôlables entièrement par l'utilisateur. Donc nous, on s'est posé la question de la sécurisation. Techniquement, on a fait une chose. On a mis dans l'électronique du drone un Secure Element. Un Secure Element, c'est comme une carte SIM. C'est un chip qui contient les clés publiques et les clés privées, et qui n'est pas accessible. Et ce Secure Element participe au chiffrement. Donc la liaison 4G entre le drone et l'opérateur, elle est chiffrée. On ne sait pas où il est, on ne sait pas ce qu'il fait. Le pairing est chiffré. C'est votre drone. On a une confiance forte que, par échange de clés, que c'est bien votre drone, que c'est bien vous qui pouvez le piloter. Et puis après, aussi, on signe les données. C'est-à-dire quand vous faites une photo, on fait la signature numérique, et donc vous pouvez être sûr que cette photo n'a pas été modifiée, elle n'a pas été entre le moment où elle a été faite et le moment où vous l'avez reçue. Donc le premier truc, c'est le Secure Element. Et le deuxième truc, c'est que nous, on participe à des programmes d'audit de notre code. Si vous êtes un client qui veut s'assurer que le drone ne se connecte pas à des serveurs, on vous donne notre code et vous pouvez l'auditer. Troisièmement, on garantit, et on le montre dans notre code, que si vous cliquez sur l'option « je ne veux partager aucune donnée », on ne partage aucune donnée, on ne se connecte à aucun serveur. Et donc ça, on le garantit en respectant le RGPD, mais aussi en rendant notre code auditable. C'est cette sécurité des données qui fait que vous avez été sélectionné par l'armée française et par l'armée américaine, par le Pentagone, pour leur fournir des drones militaires ? Oui, enfin, c'est même à l'envers, quoi. Si vous n'êtes pas capable de sécuriser les données, on ne peut pas travailler avec vous. Donc, c'est un prérequis. Mais effectivement, il y a un effort aux États-Unis. Et ça, il faut bien voir que les États-Unis, en matière de tech, ils sont très actifs, ils connaissent très très bien l'industrie de la tech. Et donc, les États-Unis, via, disons, l'armée, mais aussi principalement les investisseurs en capital risque, ils investissent dans les entreprises de drones de manière à concurrencer à très bon niveau les entreprises chinoises. Qui sont vos clients en dehors de l'armée ? Alors, nos clients, donc l'armée, ça représente 15 ou 20%, donc c'est marginal. En comptant la France ou en comptant la France, les États-Unis, en comptant tout. Nos clients principaux sont les opérateurs de drones. Il y a des entreprises de toutes dimensions qui opèrent des drones pour les opérateurs de lignes à haute tension, pour les opérateurs télécoms, pour les opérateurs d'éoliennes. Donc ces entreprises-là sont nos clients, et nous, on leur fournit la plus grande suite logicielle qui va avec nos drones, et des drones, je pense, avec Anafi UI, des drones dont les performances sont inédites sur le marché. Alors justement, comme vous en parliez au début, le lancement de ce drone Anafi AI confirme vraiment votre repositionnement sur les marchés professionnels, que vous avez amorcé il y a quelques années, en raison, comme vous l'avez dit, de la concurrence des acteurs asiatiques comme DJI. À quel point est-ce que c'est compliqué de faire du hardware grand public en France et deuxièmement, maintenant, du hardware professionnel ? Bon, on pourrait même étendre la question. C'est à quel point c'est compliqué de faire de la tech en France, en Europe d'ailleurs. Ouais. Il y a très peu de succès européens.
La tech, c'est l'avenir des boîtes. Je veux dire, toutes les boîtes sont toutes sont les tech, boîtes. quoi. Voilà, toutes les boîtes sont tech. Si vous voulez fabriquer des voitures, fabriquer des fusées, c'est devenu de la tech. La tech, c'est quoi? La tech, moi, j'ai ma définition de la tech. La tech, c'est l'industrie du logiciel. C'est bien connaître et bien savoir ce qu'on peut faire avec du logiciel. Par exemple, Amazon, c'est une boîte de soft. C'est une boîte qui sait exactement ce qu'on peut faire avec du soft. Pourquoi ils dominent l'e-commerce? Parce qu'ils dominent du serveur à l'applicatif, ils dominent exactement leur sujet. Et ça, vous n'avez pas de boîte européenne à ce niveau-là, même s'il y a des boîtes qui font du e-commerce, c'est pas comparable. Est-ce que le marché grand public, c'est définitivement derrière vous? Ouais. Le marché grand public, c'est définitivement derrière nous. Ce qui est difficile à mesurer, c'est qu'est-ce que c'est que le grand public, qu'est-ce que c'est que le pro. Le grand public, c'est la clé de la high-tech. Alors, est-ce qu'un appareil photo Nikon, c'est grand public ou c'est pas grand public? Est-ce qu'un Mac, c'est grand public ou pas grand public? Disons que nous, on s'intéresse aux usages professionnels, c'est-à-dire aux usages dans lesquels on fait marcher nos drones avec du soft, avec des softs applicatifs pour les différents acteurs. Donc voilà, mais c'est comme un appareil photo Nikon. Il y a plein d'utilisateurs, disons, qui en font leur centre d'intérêt. Eh bien, ils achètent un Nikon. Donc, Il y a différents usages, tout simplement. il y a différents usages, exactement. C'est-à-dire que votre d'usages. vision du drone, qui était il y a encore quelques temps de dire que le drone, vous le voyez comme étant un produit grand public, mais qui s'adresse aussi au marché professionnel, via le soft notamment, est-ce que cette vision est toujours valable pour vous? Elle est valable. Je ne voudrais pas faire comme M. Jourdain, de la prose sans faire de la prose, mais moi, je m'intéresse au marché professionnel, mais je sais que les technologies sont les technologies issues du grand public. Est-ce que le grand public pourra acheter un Anafi AI? Ah oui, bien sûr. simplement Anafi AI, il sera distribué sur Amazon, chez plein de distributeurs, bien sûr. À combien d'ailleurs Ça, pour le est-ce que- moment, on ne le dit pas. C'est pas encore. On le dit pas. Maintenant, on a annoncé le produit et après, on annoncera à un moment donné les partenariats et le prix. Je voudrais revenir sur les drones, si vous voulez bien, parce qu'on parlait de la sécurité des données. Moi, j'ai quelque chose. On parle aussi des drones qui sont utilisés comme des armes qui peuvent être des armes de surveillance, de répression, en tout cas des outils plus que des armes, pardon, des outils de surveillance et de répression. Est-ce que vous interdisez certains marchés? Oui. Est-ce que comment est-ce que vous regardez ça? oui. Et surtout quand le Conseil d'État... Très très bonne question. Alors très bonne question. Je vous donne mon point de vue personnel qui dans ce cas-là est aussi le point de vue de l'entreprise. Donc Parrot ne fait pas d'armes et ne veut pas participer à aucun projet de près ou de loin qui consiste à faire des armes. J'ai commis un article dans le journal de recherche de Saint-Cyr sur les drones, la responsabilité. Il faut se persuader qu'aujourd'hui, avec les drones et avec énormément de technologies grand public, on peut certainement faire des armes extrêmement dangereuses. Il y a un exemple qui a, je crois, 6 semaines où un drone turc muni d'une IA aurait engagé une cible sans vérification préalable d'une personne. C'est un rapport de l'ONU et il semble que ce soit le premier exemple pour un drone. Il y avait déjà eu un exemple, je crois, à la frontière coréenne d'un robot, disons une mitrailleuse avec de l'AI, qui aurait tiré sur une cible sans engager de responsabilité humaine. Nous, chez Parrot, on trouve ça extrêmement grave. On trouve que c'est du même ordre que, par exemple, l'utilisation des gaz de combat qui sont prohibés, qui sont... je ne sais pas comment c'est classifié, si c'est crime de guerre ou crime contre l'humanité. Mais oui, les drones qui engagent automatiquement des cibles, c'est quelque chose à proscrire. Et il faut le dire. Il faut en faire l'écho. C'est très important de le dire.
Dans quel état financier est actuellement Parrot? Il y a 2 ans, vous parliez vous disiez avoir 2 ans de fonds propres. Où en êtes-vous maintenant? Et est-ce que la vente de Mikasen, c'est une manière aussi de renflouer un peu les caisses? Bon, alors, on a toujours au moins 2 ans de fonds propres. Enfin, pas de fonds propres, mais disons de cash en avance. Donc, disons, la situation est une situation d'entrepreneur d'une boîte en cours de retournement. Hein. Donc, oui, on fait très attention. Je dirais que la caractéristique de Parrot, c'est que c'est une boîte qui a toujours investi, qui a des grosses capacités d'investissement. On est vraiment une boîte de technologie, on investit vraiment dans la technologie et dans les produits. Et on prend de plus en plus pied sur le marché professionnel. La grande différence entre aujourd'hui et il y a 2 ans, c'est qu'on a reconstitué nos marges. On a aujourd'hui des marges très solides et des nouveaux produits dont, sincèrement, je pense qu'ils ont, disons, la capacité, le nombre d'innovations nécessaires pour vraiment faire la différence avec nos concurrents. On a parlé de la 4G, on a parlé de la sécurité des données, mais il y a un truc très important chez Parrot, c'est le SDK, l'open source. Donc on va mettre pas mal de code en open source, y compris toute l'app qui est sur iPhone qui permet de piloter le drone. Donc pour les utilisateurs qui veulent rajouter des fonctions, ils prendront notre app qui a été débuggée, qui est un gros effort de développement, et ils peuvent rajouter des fonctions dedans et avec une UI qui est de bon niveau. Et aussi, on a rendu, alors ça c'est, disons, une innovation technologique, un peu pour geek, hein. C'est qu'on a rendu le drone programmable. Autrefois, donc jusqu'à Anafi AI, un drone, il est pilotable, c'est-à-dire que dans votre iPhone, vous pouvez faire une app qui le pilote et qui lui dit va à gauche, va à droite. Mais si vous voulez faire du vol autonome, par exemple l'exemple que je vous citais de l'éolienne, il faut que vous ayez les données 3D, les caméras 3D sur le drone pour, en temps réel, prendre une décision avec l'image que vous avez. Et pour ça, il faut mettre du code dans le drone. Et là, au niveau du SDK, on a un SDK de robotique. Et ça, je crois que c'est la première fois que ça a été fait sur un drone. Et je pense que c'est une avancée majeure. Dernière question peut-être, juste, c'est une question pour l'entrepreneur. Vous faisiez l'historique de Parrot au démarrage. Comment est-ce que l'entrepreneur a traversé cette tempête dans laquelle elle s'est retrouvée Parrot depuis 4 ans et comment vous en sortez après avoir finalement fait ce pivot et être transformé en boîte purement pro? Je ne sais pas comment vous répondre. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours pensé que c'était normal, que dans les boîtes de tech, rien ne dure. Moi, je me rappelle du triomphe de Nokia. Je ne sais pas, 6e marque la plus connue au monde, première ou deuxième capitalisation en Europe, et puis aujourd'hui une boîte qui a disparu. Donc, je me rappelle de la quasi-faillite d'Apple. Apple était une boîte qui était quasiment en faillite il y a 20 ans ou 25 ans. Les années 90. Voilà, aujourd'hui, c'est peut-être la première capitalisation au monde. Donc, moi, disons, c'est ça la beauté de la tech. La beauté de la tech, c'est que c'est de l'innovation. Donc, l'innovation, ça veut dire que quand vous avez fait quelque chose, de toute façon, il va se commoditiser dans les années qui viennent. Il faut faire autre chose. Donc, moi, refaire des choses nouvelles, bon, sincèrement, il faut avoir le cœur bien accroché. Mais une fois qu'on sait ça, c'est super cool. Merci Henri. Et merci Marco. Merci. Et merci Carl pour la réalisation. Et à la semaine prochaine pour nous.